Un crime parfait. C'était plus fort que moi. Chaque fois que je liais connaissance avec une jeune fille, il me fallait la présenter à Rigamondi, qui, régulièrement, me la soufflait. Peut-être en agissant de la sorte, voulais-je lui démontrer que moi aussi, je pouvais plaire aux femmes. Peut-être ne parvenais-je pas à le mal juger, mais chaque fois, malgré la trahison dernière, je me reprenais à le considérer comme un ami. Si encore il eût fait les choses avec un peu de délicatesse, un peu d'éducation, mais il se comportait en despote, comme si je n'avais pas existé. Il en arrivait à courtiser la fille en ma présence, à lui donner des rendez-vous sous mes yeux. En pareil cas, c'est celui qui pardonne qui fait preuve de plus de savoir-vivre, alors qu'il ne faisait aucun scrupule pour agir à sa guise. Je me taisais par crainte, en provoquant une discussion, de manquer de respect à la jeune personne. Une fois ou deux, pourtant, je protestais, mais timidement, car je sais mal exprimer ce que je sens, et j'ai beau prendre feu au-dedans de moi, je reste extérieurement si froid que nul ne peut se douter de ma colère. Savez-vous ce qu'il me répondit? Ne t'en prends qu'à toi-même. Si cette fille m'a préféré, c'est la preuve que je sais mieux faire que toi. C'était vrai, comme il est vrai que, physiquement, il est mieux que moi. Mais ne reconnaît-on pas un ami à ce qu'il respecte vos bonnes fortunes? Tout de même, quand il m'eut fait cette plaisanterie 4 ou 5 fois, je me mis à le haïr avec une telle passion que, au bar où nous travaillions ensemble, tout en me tenant derrière le même comptoir que lui, servant avec lui les mêmes clients, je m'arrangeais toujours pour me mettre de profil ou lui donner le dos afin de ne pas le voir. Désormais, je ne pensais presque plus au tort qu'il avait eu envers moi, mais à lui-même, tel qu'il était, et je sentais que je ne pouvais plus le souffrir. Je haïssais ce visage robuste et inexpressif, avec son front bas, ses petits yeux, son gros nez busqué, ses lèvres épanouies et légèrement ombrées de moustaches. Je haïssais ses cheveux noirs et luisants qui lui faisaient comme un casque, avec ses 2 longues mèches partant des tempes et se réunissant à la nuque. Je haïssais les bras poilus qu'il exhibait en manœuvrant debout le percolateur. Son nez surtout me fascinait, épais, large aux narines, recourbé, pâle au milieu de son visage rubicond, comme si l'os trop saillant en avait tendu la peau. Je rêvais souvent de lui décocher un coup de poing en plein sur ce nez, d'entendre, crac, l'os se briser sous mon poing. Je rêvais, car je suis petit et malingre, alors que Rigamonti, d'un seul doigt, pourrait me faire toucher terre. Je ne saurais dire comment me vint la pensée de le tuer. Peut-être fut-ce un soir que nous allions ensemble voir un film américain dont le titre était Un crime parfait. Au début, bien sûr, je ne voulais pas vraiment le tuer, mais seulement imaginer comment je m'y prendrais pour le faire. J'aimais à y penser le soir avant de m'endormir, le matin avant de sauter du lit, et même durant la journée quand il n'y avait rien à faire au bar et que Rigamonti, assis sur un tabouret derrière ce comptoir, lisait son journal en penchant sur la page, sa tête pompadée. Je pensais, voilà, je m'empare du poinçon qui nous sert à casser la glace et je le frappe à la tête. Mais comme cela, par jeu. Un peu comme lorsqu'on est amoureux et que tout le jour on pense à une femme, en imaginant qu'on lui fait ceci, qu'on lui fait cela. Seulement, l'amoureuse que j'avais c'était Rigamonti, et ce plaisir que prennent les autres à rêver de baisers et de caresses, je le trouvais à rêver de sa mort. Toujours par jeu, et parce que j'en éprouvais un véritable plaisir, j'échafaudais tout un plan dans les moindres détails. Une fois le plan formulé, la tentation me vint de l'appliquer, et cette tentation était si forte que je ne résistais pas et décidai de passer à l'action. Mais peut-être ne décidai-je rien, et me retrouvai-je dans l'action alors que je me croyais encore dans les chimères. Ceci pour expliquer comment j'agis naturellement, sans effort, sans volonté, sans presque m'en rendre compte comme lorsqu'on est la proie de l'amour. Je commençai donc à lui raconter, entre 2 tasses de café, que je venais de faire la connaissance d'une belle fille.
semaine, je lui répétais les mêmes propos, ajoutant chaque fois de nouveaux détails sur ce penchant si passionné dont je faisais semblant d'être jaloux. Lui, tout d'abord, feignait l'indifférence. Si elle m'aime, qu'elle vienne donc au bar, je lui offrirai un café. Mais ensuite, il commença à s'exciter. De temps en temps, comme par plaisanterie, il me demandait: dis-moi un peu, et cette fille, elle m'aime toujours? Et comment? Et que dit-elle? Que tu lui plais infiniment. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui plaît en moi? Tout, ton nez, tes cheveux, tes yeux, ta bouche, la façon dont tu manœuvres le percolateur, tout, te dis-je. Tout ce que précisément je détestais en lui et qui me donnait envie de le tuer faisait, suivant mes dires, tourner la tête de cette créature de mon invention. Lui, il souriait et se rengorgeait, car il était d'une vanité extrême et se croyait je ne sais quoi. On voyait que son cerveau était obsédé par la pensée de cette fille qu'il aurait voulu connaître, et seul l'orgueil l'empêchait de me demander de la lui présenter. Jusqu'à ce que, un jour, il me dit exaspéré: écoute, ou bien fais-la-moi connaître, ou bien ne m'en parle plus, ce sera préférable. J'attendais ces mots et aussitôt lui fixai un rendez-vous pour le lendemain soir. Mon plan était simple. À 10 heures, notre journée au bar était finie, mais le patron restait jusqu'à 10h30 pour faire les comptes. J'entraînai Rigamondi vers le passage sous la voie de chemin de fer de Viterbe, à 2 pas de là, en lui disant que la fille nous y attendait. À 10h15, le train passait et je profitais du bruit pour tirer sur Rigamondi avec un Beretta que j'avais acheté quelque temps auparavant, place Vittorio. À 10h20, je retournai au bar pour reprendre un paquet que j'y avais oublié et le patron remarquait ainsi ma présence. À 10h30 au plus tard, j'étais dans mon lit dans la conciergerie de l'immeuble où le portier me louait un divan pour la nuit. Ce plan, je l'avais en partie copié sur celui du film, surtout en ce qui regardait la coïncidence de l'heure et du passage du train. Il pouvait ne pas réussir en ce sens que je pouvais être découvert, mais il me resterait la satisfaction d'avoir donné libre cours à ma passion. Pour cette satisfaction, je me sentais prêt à affronter même les travaux forcés. Le jour suivant, nous eûmes beaucoup de travail et ce n'en fut que mieux, car Rigamondi ne put parler de la fille et je n'y pensais pas moi-même. À 10 heures, comme d'habitude, nous ôtâmes nos vestes de toile blanche et après avoir salué le patron, nous nous glissâmes sous le rideau de fer déjà à demi baissé. Le bar se trouve sur l'avenue qui mène à l'Aqua Setos, à 2 pas de la voie ferrée de Viterbe. À 7 heures, les couples avaient délaissé la colline du parc de la Rimambras et dans l'avenue obscure, sous les arbres, personne ne passait. Nous étions en avril, l'air déjà était doux et le ciel s'éclaircissait peu à peu bien que la lune ne fût pas encore levée. Nous avions pris l'avenue. Rigamondi, plein d'entrain, me tapotant l'épaule d'un geste protecteur, et moi, rigide, la main sur ma poitrine, sur le revolver que je portais dans la poche intérieure de ma veste. À la bifurcation, nous prîmes un chemin herbeux qui longeait le remblai de la voie ferrée. À cause de ce remblai, l'obscurité était plus profonde là qu'ailleurs, et c'est ce que j'avais calculé. Rigamondi marchait devant moi. Arrivé à l'endroit désigné, à quelques pas d'un réverbère, je l'arrêtai. Elle m'a dit de l'attendre ici, dis-je. Tu vas la voir apparaître d'ici peu. Il s'immobilisa, alluma une cigarette et répondit: comme barman, tu n'es pas mal, mais comme entremetteur, tu es incomparable. Ainsi, il continuait à être offensant. L'endroit était vraiment solitaire, et la lune, brusquement surgit derrière nous, illuminait toute la plaine étendue au bas de la colline, voilée d'une buée blanche, parsemée de grandes taches brunes avec le Tibre qui serpentait en méandres d'argent. Je me sentis frissonner, peut-être à cause de la rosée, et je dis à Rigamondi, plutôt pour moi que pour lui: tu sais,
déplacé et il faut attendre que ses patrons soient sortis. Il répliqua: Mais non, la voilà. Je me retournai et vis une silhouette sombre de femme qui venait à notre rencontre sur le chemin. J'appris plus tard que l'endroit était fréquenté par ce genre de créatures qui y retrouvent leurs clients, mais alors je l'ignorais et sur le moment il me vint à l'esprit que je n'avais pas inventé l'existence de cette fille et qu'elle vivait pour de bon. Cependant, Rigamondi, sûr de lui, allait à sa rencontre et je le suivis machinalement. À quelques pas de nous, la femme sortit de l'ombre et je la vis à la lueur du réverbère. Sa vue me fit presque peur. Elle pouvait avoir 60 ans, avec des yeux de diablesse cerclés de noir, un visage enfariné, une bouche écarlate, des cheveux ébouriffés et un ruban noir autour du cou. De celles qui cherchent les lieux obscurs pour ne pas être vues et dont on se demande, tant elles sont ravagées, décrépites, comment elles peuvent encore trouver des clients. Rigamondi ne l'avait pas encore regardée, que déjà il y demandait avec son assurance coutumière: Vous nous attendiez, mademoiselle? Et elle, non moins effrontée: Bien sûr. Et puis, il leva les yeux sur elle et comprit sa méprise. Il recula d'un pas et d'un ton incertain. Eh bien, je regrette. Ce soir justement, je ne peux pas, mais j'ai là un de mes amis. Et avec une pirouette, il s'éclipsa. Je compris aussitôt que Rigamondi croyait à une vengeance de ma part, et que j'avais pris ma revanche en lui présentant après tant de belles filles un monstre de ce genre, et je compris en même temps que mon crime parfait rentrait dans le domaine des songes. Je regardai la femme, pauvre créature, qui me demandait, avec un sourire évoquant la grimace d'un masque de carnaval: Tu m'offres une cigarette, beau blond? Et j'eus tout à coup pitié d'elle, pitié de moi et même aussi de Rigamondi. J'avais éprouvé une grande haine, et maintenant, je ne sais pourquoi, cette haine s'était évanouie. Des larmes me montèrent aux yeux en pensant que, grâce à cette femme, je ne serais pas un assassin. Je n'ai pas de cigarette, lui dis-je, mais prends cela. En le revendant, tu en tireras toujours un billet de 1000. Et je lui mis le Beretta dans la main. Et puis je me mis à courir vers l'avenue. À ce moment, le train de Viterbe passa, wagon après wagon, avec toutes ses fenêtres illuminées, et une petite pluie d'étincelles rouges s'éparpilla dans la nuit. Je le regardais s'éloigner, j'écoutais son grondement jusqu'à ce qu'il fût éteint, puis je rentrai me coucher. Le lendemain, au bar, Rigamondi me dit: Tu sais, j'avais bien senti que sous cette affaire, il y avait quelque chose. C'est égal, comme farce, c'était bien réussi. Je le fixai et je m'aperçus que je ne le haïssais plus. Pourtant, il était toujours le même, avec ce même front, ces mêmes yeux, ce même nez, ces mêmes bras poilus qu'il exhibait en manœuvrant le percolateur. Et tout à coup, je me sentis plus léger, comme si le vent d'avril qui gonflait la tente devant la porte avait soufflé en moi. Rigamondi me donna 2 tasses de café apportées à 2 clients assis dehors, à une table au soleil, et tout en prenant les tasses de ses mains, je lui glissai à voix basse: Nous verrons-nous ce soir? J'ai invité Amélie. Il s'était baissé pour jeter sous le comptoir le café qui avait déjà servi et remplissait les filtres de poudre fraîche. Il donna un jet de vapeur et me répondit simplement, sans rancune: Je regrette, mais ce soir je ne suis pas libre. Je sortis avec mes tasses et je sentis que j'étais déçu qu'il ne puisse pas venir ce soir et qu'il ne me souffle pas Amélie,